Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour à tous mes amis, bon dimanche, un bon dimanche de printemps, un bon dimanche post-Pâques. Mais c'est pas un hasard si on mange des œufs, enfin des œufs en chocolat maintenant, mais jadis des vrais œufs à Pâques. Parce que l'œuf, c'est un symbole du printemps, le symbole de la naissance, ben oui, de l'éclosion de la nouvelle saison. Alors on va s'intéresser aux œufs ce matin, parce que figurez-vous qu'il y a en France une filière œufs extrêmement active. Nous aurons tout à l'heure le vice-président du CNPO, qui est la filière des œufs, le comité de promotion. Mais en préliminaire, on va s'intéresser à un concours, le trophée des œufs, le trophée de la cuisine des œufs, qui s'adresse aux jeunes. On va tout de suite démarrer avec le prof. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Le prof qui est avec nous ce matin, c'est Benoît Nicolas. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce dimanche matin. On sait bien que dans l'enseignement, c'est pris sur vos heures de loisirs. Voilà. Benoît, vous êtes prof à l'école Ferrandi à Paris. Vous êtes MOF cuisine et donc prof de cuisine, il faut bien le dire. Alors, qu'est-ce que c'est vos activités à Ferrandi et ça s'adresse à qui vos cours? À quel âge? Quel profil? À Ferrandi, on accueille comme un éventail de jeunes sur beaucoup de formations, des plus petites jusqu'au master. Donc on a un profil d'étudiants qui est multiple. Et puis on forme pas que la cuisine, on forme aussi la pâtisserie bien sûr, et puis le service et puis l'hospitalité également. Eh ben voilà. Mais nous on s'intéresse plus à la cuisine ce matin et notamment à la cuisine des œufs, parce que l'œuf c'est partout présent en cuisine, en pâtisserie, en boulangerie. Parfois, Benoît Nicolas, on se dit mais sans les œufs, est-ce qu'on pourrait vraiment faire de la cuisine française? C'est vrai qu'il a une place, l'œuf a une place très importante pour nous. C'est un terrain de jeu culinaire multiple, qu'on le travaille dans sa coquille ou hors de sa coquille. C'est un produit qui n'est pas saisonnier, qui est bon marché. Oui, c'est la protéine animale la moins chère. On le répétera suffisamment pour pouvoir apporter des protéines sans vider le porte-monnaie. Oui, complètement. C'est un produit complet, assez universel, et puis il a surtout des pouvoirs formidables dans nos réalisations culinaires. Un pouvoir liant, émulsifiant, foisonnant, et donc qu'on le travaille entier, séparé du jaune ou du blanc, ça laisse un moyen aussi d'expression pour ce concours de jeunes cuisiniers. Et c'est là d'ailleurs où ils nous ont montré leur talent, ces jeunes cuisiniers en herbe. Benoît Nicolas, ce qui est extraordinaire, effectivement, d'abord, c'est la nature du produit que vous connaissez bien, forcément, puisque vous êtes meilleur ouvrier de France, donc c'est un sujet que vous avez étudié comme tout le reste, tous les produits qui sont à votre disposition. L'œuf, il y a d'abord, c'est un double produit, parce que le jaune d'œuf et le blanc d'œuf, ça n'a rien à voir. Alors, on mange pas la coquille, pas nous, certains animaux, oui, et notamment les oiseaux, parce que ça apporte du calcaire pour les os, mais le jaune, c'est la partie, on va dire, grasse, alors que le blanc d'œuf, c'est pratiquement composé d'eau et de collagène. C'est ça, et puis donc il a le blanc a un pouvoir de transformation selon ce qu'on pratique sur lui. Il est émulsifiant, il nous permet de faire des choses comme des clarifications en cuisine, c'est extraordinaire. Gélifiant naturel. Gélifiant naturel, et c'est ça. Et puis liant également. Donc quand on intègre dans une préparation, il lui donne de la tenue à la cuisson par sa coagulation. Donc à cette température à 63 degrés, l'albumine coagule. Donc du coup, quand il est intégré dans des préparations, il a ce pouvoir-là qui est extrêmement intéressant, et puis totalement maigre. Donc, et puis il faut reconnaître que son degré de fraîcheur, on parle d'œufs extra frais, a une importance inouïe, parce que le blanc se transforme, il se liquéfie avec le temps. Oui, avec le temps. C'est pour ça que quand on veut réaliser des œufs pochés, on a besoin d'avoir des œufs qui soient extra frais, de manière à ce que l'albumine soit bien globuleux autour du jaune, et lorsqu'il est mis dans la cuisson, qu'il ne file pas justement
dans le liquide de cuisson et qui reste bien entouré autour de l'œuf. Donc c'est vrai que la fraîcheur de l'œuf, à l'inverse, par contre, quand on va vouloir réaliser des soufflets, on va plutôt prendre des œufs maturés, un peu plus. C'est ça, on dit même des blancs, des vieux blancs, on dit. Oui, c'est vrai. Dans le jargon, oui. Voilà, c'est ça qui vont donc avoir justement un pouvoir foisonnant encore plus important quand ils se sont un petit peu vieillis, liquéfiés. Parce qu'ils vont en quelque sorte intégrer des microbules d'air. C'est ça, un soufflet ou une meringue. C'est des microbules d'air emprisonnés dans le blanc d'œuf, quoi. C'est ça. C'est le principe du soufflet, mais c'est le principe aussi de pas mal de biscuits, de la génoise, où lorsque on par l'action mécanique du fouet, on intègre, on incorpore énormément d'air, on emprisonne donc ces bulles d'air qui vont permettre donc lorsqu'on va l'adjoindre à une préparation, d'alléger cette préparation, de la faire développer en cuisson. Et voilà, donc c'est vraiment un produit. C'est passionnant, non mais c'est passionnant parce que c'est infini, on pourrait vraiment... D'ailleurs, il y a de la littérature sur les œufs, on ne s'en lasse pas, et comme vous le disiez, c'est tellement pas cher que c'est à la portée de tout le monde, et tant mieux, hein, ça reste vraiment la première forme. C'est ça, c'est génial. Mais on en parlera tout à l'heure avec Loïc Coulombelle, le vice-président du CNPO. Pour l'instant, je voudrais qu'on se tourne vers ce trophée qui s'est déroulé un peu sous votre égide, ce trophée œufs de France. Alors, ça s'adresse à des jeunes, entre 16 et 24 ans, donc c'est vraiment jeunes en formation. Des jeunes en formation qui ont présenté un plat à base d'œufs entier, c'est obligé dans le. Oui, alors là le thème était l'œuf en entrée sous sa forme mollet ou pochée, comme ils souhaitaient. Et donc ils ont eu à travailler donc cet œuf. D'accord. C'est vrai que majoritairement ils l'ont plutôt fait mollet. C'est pas mal, faut dire. Ça montre une bonne technique, technique de cuisson aussi. Oui, et puis on retrouve l'œuf dans sa forme qui est quand même assez belle, familière. Donc c'était assez intéressant. Et puis ensuite agrémenté. Selon chacun, avec des accompagnements ou des sauces surtout intéressantes, notamment vous savez quoi, comme vous étiez en charge du coaching, de la supervision de ce concours, dont Guy Leguet, l'ancien chef du Ritz, MOF également, vous avez transmis les clés là pour cette année, Benoît. Eh bien, j'ai passé un petit coup de fil, un peu loin d'ici, carrément au bout de la France, en le sud-ouest, dans le Pays Basque, du côté de Saint-Jean-Pied-de-Bord, à Juliette Clarins, qui a été la lauréate. Bonjour Juliette. Bonjour. Bonjour et bon dimanche. Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la route de Compostelle, de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est même une station importante. Alors vous êtes en bac pro au lycée de Navarre, qui est à Saint-Jean. Oui, c'est ça. Alors, tout de suite, je vais vous demander un truc. Est-ce que vous vous attendiez avec votre recette à être lauréate de ce concours, de ce trophée de l'œuf ? Alors, à la base, pas vraiment. Parce que au lycée de Navarre, notre professeur de cuisine, Adrien Otaïché, nous a proposé de participer à ce concours avec toute la classe. D'accord. Donc on a tous envoyé une photo et puis que le meilleur gagne, celui qui a été sélectionné. Écoutez, ça prouve que c'était vous la meilleure. Benoît Nicolas, il faut dire que les jeunes en formation professionnelle cuisine, ou traiteurs, ou même pâtisserie, ils viennent de toute la France, on est d'accord. Oui, on avait du Pays Basque, on avait des gens du Nord, il y avait une candidate qui venait de Lille, d'Angers, c'est ça, vraiment dans tous les coins. Et alors, d'abord, racontez-nous la recette que vous avez présentée, Juliette. Alors, j'ai présenté un tapis végétal à base de champignons crus, taillés très finement. C'était quoi le champignon? Du champignon de Paris ou du champignon sauvage? Oui, champignon de Paris. D'accord, Tout était basé sur le champignon de Paris. D'accord, le champignon de couche, comme on dit. Ok. Que vous aviez traité cru et cuit? Cru et cuit et en sauce. Ah, génial. C'est-à-dire que vous avez nappé votre œuf et il était cuit comment, votre œuf? Il était poché, il était mollet, il était comment? Un œuf mollet. Un œuf mollet. Donc, je suppose que vous avez apporté un soin particulier, je dirais, au temps de cuisson. C'est combien l'œuf mollet, Juliette?
À la base, ce qu'on apprend à l'école, c'est 6 minutes, mais moi, je l'ai fait 5 minutes. Ouais, vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce qu'à 6 minutes, ça commence quand même à cuire un peu le jaune sur les bords. On est d'accord, Benoît Nicolas? Oui, voilà, c'est ça, c'est 5 minutes, 5 minutes 30. C'est aussi en fonction du calibre de l'œuf. Hein. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour pas se cramer les doigts, Juliette, quand on écale son œuf qui est chaud? Moi, pour le concours, je l'avais mis dans de l'eau glacée. Ouais, juste trempé pour refroidir l'extérieur? Et pour arrêter la cuisson aussi. Ouais. C'est important ça. Benoît, c'est une bonne technique effectivement de bloquer la cuisson tout de suite dès la cuisson faite. Voilà, il faut faire aussi attention parce que bloquer la cuisson c'est bien, ça c'est effectivement l'inertie emmagasinée dans l'œuf, il faut la freiner rapidement parce que effectivement ça va vite, mais il faut aussi garder en tête que le jaune ne doit pas être froid. Oui, enfin il faut. Oui. Donc c'est vraiment flash refroidissement en fait. C'est ça, et puis après maintien dans une eau chaude pour que finalement la cuisson s'arrête, mais que l'œuf reste chaud. Bah écoutez, moi je trouve ça formidable, Juliette. Il faut dire que vous êtes peut-être aidée par certaines des recettes régionales comme les œufs en piperade qu'on fait au Pays Basque, hein, qui doit faire partie de votre menu habituel, je dirais, dans votre famille. Mais pour autant, c'est quand même assez technique ce que vous avez présenté, hein, parce qu'il fallait que ça soit parfait, hein, j'imagine. Oui. Oui. Alors, Bac Pro, vous avez quel âge, Juliette ? Je vais faire 19 ans ce mois-ci. D'accord. À la fin, donc, vous passez le bac. Et derrière, à quoi vous vous destinez ? Derrière, j'ai une proposition de contrat. Ouais. À Beaume, chez Jérôme Schilling. Ah, génial! Oh bah tiens, je lui enverrai un petit texto. J'aime beaucoup Jérôme Schilling. Super. Ah ouais, c'est un super chef. Bravo. Super, Juliette. Et en plus, vous allez pouvoir emmener vos œufs avec vous, hein, vos recettes. C'est ça, pour lui présenter. Et puis, il faut dire effectivement que Juliette a fait preuve avec son jeune âge de beaucoup de professionnalisme. De maîtrise. Moi, j'ai été assez vraiment j'ai apprécié beaucoup son travail et sa qualité, sa rigueur. Pour quelqu'un d'aussi jeune, c'était vraiment déjà un comportement et une gestuelle assez professionnelle et prometteur. C'est vraiment prometteur. Bon bah Juliette, à vous beaucoup. Et à vos 5 confrères et consoeurs, parce qu'il y avait 6 jeunes récompensés dans ce concours. Toutes nos félicitations. J'adore les œufs et je trouve que votre recette était formidable et je vous souhaite un bel avenir dans la cuisine. Et Dieu sait que la restauration a besoin de jeunes, hein, et en cuisine et en salle. Restez avec nous, Benoît Nicolas. À bientôt, Juliette. On se retrouve dans une minute. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. L'œuf de poule, pas l'œuf de Pâques, pas l'œuf en chocolat, le vrai, le beau, symbole du printemps. C'est de cela dont on parle ce matin dans Ferniaud fait le marché avec Benoît Nicolas qui est avec nous et qui nous présentait le trophée œuf de France remporté par Juliette Clarins, 19 ans, Bac Pro au lycée de Navarre, qu'on était heureux d'avoir ce matin dans l'émission. Et là, on va retrouver quelqu'un qui s'occupe des œufs toute l'année, qui travaille pour le CNPE, CNPO, c'est le comité national de promotion de l'œuf. Loïc Coulombelle est avec nous et c'est le vice-président. Bonjour Loïc. Bonjour Vincent Ferniaud. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Fan des œufs, vous savez que je le suis, vous forcément, parce que c'est pratiquement, c'est votre vie professionnelle, c'est plus de la moitié de votre vie en fait. C'est 100% de ma vie, puisque je travaille dans une entreprise qui produit des œufs et transforme des œufs. Ouais. Et depuis quelques années, je préside le SNIPO, donc qui regroupe les metteurs en marché des œufs. Je suis également vice-président du CNPO. Ah bah comme quoi, vraiment, vous sortez pas de l'œuf, vous, hein? Non, on peut dire. Depuis 1995, je suis tombé dans l'œuf et j'y suis et j'y reste. D'ailleurs, le CNPO, je crois que c'est 96, non, la naissance. Oui. Donc vous y étiez avant. Au début. Ok. Loïc Coulombelle, il y a des chiffres qui, non pas qui font froid dans le dos, mais qui m'ont quand même étonné. Alors, c'est simple. Grosso modo, 15 milliards d'œufs produits en France chaque année. Oui, dans une année normale, 15,6 milliards. Cette année, en 2022, on est descendu à 14,4 parce qu'on a subi un épisode important de grippe aviaire dont vous avez connaissance et les auditeurs ont connaissance. Oui, malheureusement.
Ça touche aussi, ça touche pas que les canards à foie gras, hein, ça touche évidemment les poules et les poules pondeuses. Oui. Alors Loïc, ce chiffre, moi, il m'a quand même un peu saisi, je vous l'avoue, mais ce n'est rien quand on sait qu'il y a 1500 milliards, c'est-à-dire 99% de plus, de produits dans le monde chaque année. Oui. C'est-à-dire qu'au fond, la France ne fait qu'1%. C'est à peine 1% de la production mondiale d'œufs, en effet. Et pourtant, on est premier en Europe. C'est facile à avoir. C'est un produit de proximité, c'est un produit de consommation au quotidien, aussi bien en tant qu'ingrédient qu'en tant que plat. Bien sûr. Alors j'imagine que comme beaucoup, et vu qu'ils en consomment aussi, la Chine doit être extrêmement productrice en matière de... La Chine est le premier producteur mondial d'œufs et produit et consomme un tiers de la production mondiale. Ah oui, on va dire donc 500 milliards d'œufs sont produits en Chine, grosso modo. Grosso modo, oui. Quand on n'en fait que 15. Alors, vous qui êtes à la tête du comité de promotion de l'œuf français, d'abord, j'ai envie de vous dire, l'œuf français avec un logo qui a été créé pour le défendre, qui permet de le reconnaître sur les paquets. Qu'est-ce qu'il a de plus ou de mieux que les autres? Il respecte un cahier des charges, il respecte des normes qui sont européennes et des normes françaises. Là, on a l'œuf avec un logo œuf de France. C'est un poussin qui est né en France, c'est une poulette qui est élevée en France, c'est de l'aliment qui est garanti Opcalim, produit en France principalement, qui est emballé en France et qui est vendu dans les supermarchés français et mis à disposition du consommateur avec ce logo qui lui donne une garantie. On a une garantie de traçabilité sur la provenance de cet œuf, une garantie sanitaire, bien sûr, un ensemble de garanties qui sont d'un niveau que l'on n'a pas sur d'autres produits. D'accord. Donc le contrôle à tout niveau, c'est ça que vous voulez nous dire? Contrôle à tous les niveaux. Oui. Mais alors, Loïc Coulombelle, là encore, on a une vision un petit peu paysanne, passéiste, quand on ne s'intéresse pas aux problèmes directement. C'est incroyable d'apprendre le nombre de métiers dans cette filière des œufs, depuis les accouveurs, vraiment tout au début, jusqu'à la transformation que vous pratiquez également. Oui. On regroupe différents métiers pour la mise en marché des produits auprès des consommateurs. Il faut savoir qu'à peu près 40%, 45% des œufs sont vendus en grande surface ou dans des circuits de distribution au consommateur final. Une vingtaine de pourcents vont en restauration hors domicile et 35% sont transformés en nouveaux produits qui vont aller soit en restauration, soit dans des produits qui vont être fabriqués et mis en rayon. C'est vrai qu'on a un tas de métiers et on part d'un poussin, donc il nous faut un poussin, il nous faut des fabricants d'aliments dans la filière pour faire croître ces poussins et avoir des œufs. Il nous faut des entreprises d'abattage et on a également dans la distribution avec nous des éleveurs, bien sûr, faut pas oublier ce maillon, et on a aussi la distribution qui est présente dans la filière. Ça nous permet aussi d'avoir une meilleure connaissance de l'ensemble de la filière, du début de la production jusqu'à la mise en marché. Et des demandes de la mise en marché, des attentes en tout cas. Des attentes et des évolutions. C'est pas toujours mieux maîtriser et pas seulement subir. C'est pas toujours très facile de s'y reconnaître, j'avoue. Alors, puisqu'on a Benoît Nicolas avec nous, meilleur ouvrier de France, cuisine, prof à Ferrandi. Benoît, dans l'enseignement que vous proposez, est-ce que l'œuf a sa place, par exemple, de savoir reconnaître, de savoir le traiter, de savoir le conserver? Est-ce que ça fait partie, je dirais, du placard de base du chef cuisinier? Oui, bien sûr. Et puis, déjà dans son état le plus simple, c'est-à-dire ne serait-ce que déjà en le cassant, reconnaissant un petit peu l'œuf dans sa nature. Et puis ensuite, parce que on utilise aussi beaucoup de vos produits maintenant en pâtisserie, avec des jaunes et des blancs séparés en briques. Pasteurisés souvent aussi. Voilà, parce que du coup, forcément, dans l'évolution du métier, ça fait partie aussi des produits qui sont du gain de temps, parce que c'est le gain de temps. Si on doit clarifier ces œufs, c'est-à-dire séparer les blancs des jaunes à chaque fois, pour des gros volumes, ça prend énormément de temps. Tout à fait. C'est un produit service, si vous me permettez, c'est un produit service
et ça permet aussi d'équilibrer. On n'a jamais les mêmes besoins. À un moment où vous avez besoin de blanc, vous n'avez pas besoin du jaune. Oui. Là, quand vous avez des produits séparés, vous allez utiliser ce dont vous avez besoin. Oui. Et on a aussi des entiers pour des activités en restauration collective et en pâtisserie. Bien sûr. Je vais donner une image, Loïc Coulombet, qui est simple. Hein. C'est vrai que jadis, les pâtissiers, ils servaient grosso modo des jaunes pour la crème pâtissière, on va dire tout ce qui est les crèmes à base de jaune d'œuf. Et puis, ils étaient bien obligés de faire des meringues et des financiers pour passer le blanc, en quelque sorte. Ouais. Donc on était victime de devoir utiliser la totalité de l'œuf et on choisissait pas vraiment ce qu'on faisait comme gâteau. Enfin, en alors partie. qu'aujourd'hui, on peut choisir. On présente même des produits semi-transformés qui vont permettre, par exemple, des préparations pour des meringues, etc., dans lesquelles on va avoir déjà incorporé le sucre et à la température juste, qui va permettre un gain de temps au chef pâtissier et d'avoir un produit qui va fonctionner toujours de la même façon. Il ne faut pas oublier qu'un œuf, on est sur du vivant, donc en fonction de l'âge de la poule, de l'alimentation et des choses comme ça, on peut avoir des légères différences de fonctionnalité. Alors, la qualité nutritive sera la même. Les puristes comme moi, Loïc, les puristes comme moi vous diront que effectivement pour le blanc c'est moins grave parce qu'il y a moins d'éléments aromatiques, on va dire, mais le jaune donne le goût à l'œuf et que c'est vrai certains vont choisir, et tant mieux pour eux, des œufs artisanaux, des œufs fermiers, des œufs de ferme même, ou des œufs bio s'ils ont d'autres considérations. D'ailleurs, quand on se retrouve dans les rayons de la grande distribution, c'est un peu un casse-tête pour s'y retrouver quand on est entre 20 types d'œufs de poules différents. Pour être sûr, c'est pas simple. Je suis bien d'accord, mais on a l'avantage d'avoir une offre qui correspond à l'ensemble des demandes du client. On va de l'œuf de cage basique jusqu'au bio. On a une identification facile avec les codes de mode d'élevage 0, 1, 2, 3 qui sont quand même connus de l'ensemble des consommateurs ou d'une grande majorité des consommateurs. On est sur un produit qui est consommé par 98% des Français. Loïc, je vous en prie. Parlons vrai, parce que c'est notre baseline ici à Sud Radio. L'œuf, il a pris là. Question prix, depuis 6 mois. Il a pris parce que on a combien environ en moyenne? Il a pris 35% à peu près en 1 an et demi. Ouais, et plus souvent, à mon avis, en Ile-de-France que dans des lieux ruraux. Ça peut être à 50%. Oui, on va. En termes de coûts de production, on a pris plus de 35%, et en termes avec les surcoûts également absorbés par la distribution, en termes d'énergie, de transport, de logistique, etc. Évidemment. On a une accumulation de surcoûts, que ce soit au niveau de la main d'œuvre. On les a à tous les étages. On l'a à l'étage du producteur, on l'a à l'étage du transformateur, de l'emballeur, on l'a à l'étage du distributeur. Il n'y a pas un endroit où c'est moins cher. Donc évidemment, on peut faire le compte. Évidemment que ça monte partout. Bon, écoutez, je vous remercie. Néanmoins, ça reste le produit de protéines animales multiforme dans toute notre cuisine, notre pâtisserie, incontournable. J'aime pas trop ce mot, mais là, on peut le dire. Et ça reste le moins cher de toutes ces protéines animales. Donc merci de ce que vous pouvez faire pour nous conserver nos œufs français de bonne qualité. Merci Loïc Coulombet, je le rappelle, vous êtes vice-président du CNPO, le comité de promotion de l'œuf. Et merci Benoît Nicolas d'avoir été avec nous avec ce beau concours. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la jeune qui a gagné a remporté 3 000 €. Elle aura de quoi se faire de belles omelettes, ou plutôt des piperades, parce qu'elle est basque. Allez, on se retrouve dans une minute, on va changer de région, on va direction la Corse. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Je vous l'ai promis, on y est, direction le sud de la Corse. Alors figurez-vous que depuis hier, à Bonifacio, se tient le festival Artegusto, qui fait la part belle aux produits corses, aux produits artisanaux corses. Artegusto, créé par Valérie Hermé, ça tombe bien, je l'avais mercredi au téléphone, elle était en plein préparatif, et voilà ce qu'elle nous en disait. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Bonjour Valérie Hermé.
Bonjour Vincent. Vous êtes déjà en train de préparer, j'imagine, déjà à Bonifacio, en train de monter les tentes. Ah là, on est en plein rush. C'est une fourmilière. Il y a 157 bénévoles qui s'activent sur le site. Génial, les tentes qui montent, effectivement. Et il y a c'est une vraie effervescence. Alors, Valérie, c'est vous qui êtes à l'initiative de ce beau festival, qui a quel âge cette année? 17 ans. 17 ans, c'est fou, hein? Ça passe, hein? En même temps, il est jeune et en même temps, voilà, ça passe, c'est vrai. Alors, quelle était en fait votre idée au départ? Au départ, c'était vraiment de faire la promotion des terroirs et des produits corses. Absolument. Ça a toujours été, d'ailleurs. Le fil rouge d'Artégoust, c'est vraiment le produit. C'est chaque année le produit qui est mis à l'honneur et qui est effectivement de permettre... On sait qu'en Corse, on est une terre de produits. On sait qu'effectivement, on est une terre peut-être de produits de niche, mais en tout cas de superbes produits. Et un peu moins une terre de gastronomie. Et du coup, inviter des chefs renommés qui pourraient associer, enfin nous donner en tout cas cette idée d'associer le produit avec leurs recettes, c'est vraiment ce qui m'a plu. Donc le fil rouge à Artégoust, c'est le produit. Et cette année, c'est veau et amandes de Corse. Alors veau, le veau tigre par exemple. Il y a le veau tigre de Jacques Abatouch, mais il n'y a pas que le veau tigre, il y a aussi le veau bio, il y a aussi qui justement cette année, il y a pas mal, ils sont quand même nombreux, ils sont 120 producteurs à s'être regroupés pour créer une IGP qui l'ont lancée à Artégoust. Donc et c'est vrai qu'il y a aussi il y a une vraie typicité sur le veau corse. Le veau corse est assez rouge, il est très différent de ce que l'on connaît d'un veau c'est pas un veau de lait, c'est un veau qui broute. C'est ça, exactement. C'est un veau qui broute, tout à fait. Du coup, on est à mi-chemin entre le veau de lait et le baby beef, quoi. On est vraiment sur la couleur aussi. Tout à fait, absolument. C'est tout à fait ça. Mais du coup, ça prend du goût. Ça prend du goût. Alors les chefs, on leur a envoyé des tas d'échantillons, évidemment, qu'ils nous ont demandé depuis l'année là. Et ils ont découvert, et puis même des morceaux un peu différents, la tête de veau, des choses qui étaient des morceaux différents. Et c'est vrai que ça les a hyper intéressés. Et on a des recettes très sympas. Alors, Valérie Hermé, l'autre produit, c'est l'amande. Alors, c'est vrai que l'amande, on pense plus souvent Provence que Corse, mais j'ai envie de dire quand même, vous êtes quand même marié à Pierre Hermé, et l'amande, c'est le produit de base du macaron. C'est lui qui vous a demandé de placer l'amande? Pas du tout. Pierre ne choisit jamais la thématique. Pierre participe à Artégoust et ça s'arrête là. Mais par contre, non, je trouvais que l'amande de Corse, alors comme effectivement, on pense toujours à l'amande d'Espagne, on pense toujours à d'autres amandes, mais pourtant, la Corse est un des premiers pays producteurs d'amandes. Ah, ça c'est intéressant. C'est un pays qui produit des amandes. Le seul souci, c'est que en fait, c'est pas vraiment valorisé, je dirais, parce que nous n'avons pas la capacité de le transformer. Donc tout part sur Nîmes, où il y a une casserie, et le peu de choses qui reviennent, c'est-à-dire à peu près 10%. C'est vrai que ce n'est pas probant, voilà. Donc du coup, ça se dilue dans le reste de toute la production d'amandes mondiale qu'il peut y avoir. Et ça fait concurrence aux noisettes de Chervion. En tout cas, les fruits secs. Non, pas vraiment. Les noisettes de Chervion, c'est encore un autre produit. Mais je trouvais intéressant qu'on en parle, parce que c'est vrai que il y a quand même il y a des producteurs qui ont quand même 90 hectares d'amandiers. Ah oui, ça plaisante pas. C'est pas des petites productions, voilà, exactement. Alors, elles n'ont pas une typicité très différentes, elles sont un petit peu plus petites, on en a plusieurs variétés, on a 4 ou 5 variétés, mais ça aussi, ça a drôlement intéressé les pâtissiers, évidemment, principalement, qui ont fait des jolies découvertes aussi. Et du coup, votre mari, il va montrer comment on se sert de ces amandes corses? Absolument. Alors, il va faire un atelier, lui, par contre, panna cotta amande, c'est sa masterclass du samedi, et le dimanche, il fait un 4 mains, ça c'est toujours le temps fort d'Artégoust, parce que c'est vrai que c'est rare les 4 mains, et il y en a toujours un le dimanche, et là c'est 4 mains François Perret, Pierre Hermé, sur François Perret, le pâtissier du Ritz. Exactement, qui est notre invité, qui est notre parrain aussi, avec Glenn Viel sur le salé. Et donc ils vont faire un millefeuille amande, et vraiment comme un nougat, quoi. Et c'est vraiment superbe. C'est vraiment très très beau, amande de Corse. Alors les chanceux, combien y en a-t-il d'ailleurs qui seront présents? Vous attendez combien de visiteurs? En règle générale, on est entre 15 et 20 000 visiteurs. Ah oui.
Mais tout le monde n'assistera pas à la masterclass. Ça doit être contingenté. Il y a 50 places. Oui. Autrement, il y a des écrans peut-être qui permettront de regarder. Oui, comme on est en plein jour, c'est un peu compliqué les écrans, mais il faut être rapide quand on s'inscrit sur le site en ligne. Voilà. Il faut y aller vite. Ça, vous avez dit François Perret, Pierre Hermé. Là, évidemment, ça va se ruer. Glenn Vielle aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Glenn est un enfant quelque part du pays. Il a démarré sa carrière au restaurant La Caravelle sur le port de Bonifacio. Eh oui, vous avez raison, La Caravelle qui est au bord du port, des beaux restos du bord de port. Des merveilleux restos du bord de port. Et c'est vrai que Glenn, dès qu'on a ouvert sa masterclass, on a vu tout de suite l'engouement qu'il y avait. Personne n'a oublié Glenn. Et Glenn n'a pas oublié la Corse non plus. Ça promet le breton en Corse, là, ça va être super. Chère Valérie Hermé, nous avons en ligne un de vos exposants, figurez-vous, à qui on a passé un coup de fil parce qu'il y a des fidèles, il y a vraiment des piliers d'Artégoust. C'est Christophe Guéguin-Marcantoni avec Anatra, les confitures et les conserves. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent, bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes les mains dans les confitures là au moment où je vous appelle? Oui. Je me suis arrêté juste pour vous répondre. C'est gentil parce que j'imagine que évidemment c'est un poste important au moment de faire Artégoust parce qu'il va y avoir de la demande. Alors je sais que vous livrez dans le monde entier, mais ça vous donne une pression particulière d'aller à Bonifacio montrer vos produits? Alors, il n'y a plus de pression parce qu'au début, on en avait quand on débutait. Maintenant, il y a un peu plus d'expérience et ça nous permet surtout de développer des choses en plus à côté pour montrer que, comme c'est un événement assez important en Corse sur le savoir-faire de beaucoup d'artisans, ça nous permet de montrer comme une nouvelle confiture qu'on a développée, comme d'autres produits. Ouais. L'extension de votre gamme. Alors, je le disais, vous servez le monde entier, vous avez des très beaux... On parlait de Glenn Vielle à l'instant, mais il y a des très beaux chefs étoilés, multi-étoilés qui travaillent avec vos produits Anatra. On a cette chance, c'est que par exemple, on a Christophe Baquier, on a Gérald Paceda. Voilà un autre, 3 étoiles, qui a été 3 étoiles et qui a démarré en Corse, alors plus au nord. À la Villa, à la Villa, à Calvi. Et après, c'est vrai que faut pas oublier, on a la Corse, on travaille avec la Villa, le Casa del Mar, c'est cette chance. On a aussi dernièrement, depuis maintenant 1 an, on travaille avec Arnaud Lallemand aussi, on est assez fiers. Puis après des plus petits comme Jerry Montmessin, au Pirate. Et c'est quoi le secret de vos confitures pour qu'elles soient prisées à ce point-là? C'est la qualité des fruits peut-être, parce qu'on n'a pas parlé de fruits en Corse, mais c'est déjà important. Avant tout déjà, il y a le terroir qui joue énormément. Il faut savoir que nous sommes dans le printemps, donc nous avons cette chance d'avoir encore des agrumes de printemps, comme le pommelot de Corse, comme le pamplemousse. Et il est vrai qu'on est assez prisé pour notre demande sur les agrumes et on a développé par la suite avec Aurélie de belles choses, tout en suivant surtout la saisonnalité, puisque nous sommes en plus membres du Collège culinaire de France. Donc on est assez militant d'un milieu saisonnier. Et ensuite, comment vous expliquer, il y a un peu de savoir-faire en s'y mettant vraiment les mains dans le cambouis. Et on reste très humble, on apprend tous les jours et c'est ce qui fait notre renommée, je pense, peut-être. Valérie Hermé, on sait que votre époux, il est fidèle à sa copine Christine Ferber, du Haut-Rhin, en matière de confiture, mais enfin, il goûte quand même. Il goûte quand même, Il goûte tout, bien sûr. Il goûte Anatra. Il goûte Anatra, absolument. Il goûte tout. Mais c'est vrai que Christine, comme il dit, c'est sa sœur de cœur. C'est ça. Ils sont originaires du même village. Et c'est Pierre qui a incité Christine à poursuivre dans cette voie. C'était les confitures qui n'étaient pas faciles à l'époque où elle s'était lancée. Et c'est vrai qu'ils sont pas... c'est pas facile parce que le père était pâtissier, d'ailleurs. Comme le père de Pierre Hermé. Donc c'est ça aussi, cette filiation de la pâtisserie. Et aujourd'hui, elle vend dans le monde entier, comme le fait Christophe qu'on a en ligne là. Et c'est vrai que les confitures, ils sont pas si tant nombreux que ça, quoi. Non. C'est pas si évident. Non, c'est vrai. Quelques marques. Alors, qu'est-ce que vous avez vu changer, vous, au cours de ces années, Christophe? D'abord, le salon qui a migré d'Aléria vers Bonifacio. Mais ça, c'est un détail pour ceux qui visitent. C'est sûr que Bonifacio, c'est un spot magnifique également. Qu'est-ce que vous avez vu sur la façon dont les gens connaissent ou approchent les produits corses? Disons que la Corse ne s'est jamais aussi bien vendue. Il faut rester logique. C'est une marque, quoi, aujourd'hui. C'est une marque, comme on pourrait dire, pour la Bretagne. Il faut savoir un truc, c'est que nous avons des femmes, des hommes extraordinaires sur cette île qui savent travailler, qui n'ont pas peur d'oser. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme nous sommes sur une île, eh bien, pour se faire connaître, il faut sortir de cette île.
Et c'est ce qui fait que lorsqu'on fait de la qualité, on ne peut être que reconnu. Et il n'y a pas que l'effet carte postale, plage, bien sûr. Plage ensoleillée, crème solaire ou autre. Donc on peut prendre des gens comme Marcel Santini de la confiserie Saint-Sylvestre. À côté de Corte, oui. Voilà, à Sauveria, exactement. Ensuite, on peut prendre, comment expliquer, l'huile d'olive de Sandrine Marfisi, qui est comment dire, dans la baie de Saint-Florent. Voilà, faut oser, faut faire de la qualité. La quantité n'a jamais. Je ne suis pas pour la quantité, loin de là. Mais en faisant de la qualité, un vrai sourcing, aller voir les agriculteurs, apprendre du savoir-faire, rester humble, et c'est ce qui permet ensuite de grandir et de montrer que la Corse est très belle. Alors moi, je veux pas vendre la peau de l'ours, mais qu'est-ce que vous allez présenter de nouveau? Vous avez des petits nouveaux dans votre gamme de confitures? Oh là là. Alors dans les confitures, on en a fait une exprès par rapport à Artégoust, parce qu'on s'est préparé un peu en avance. Donc ça, c'est important, effectivement, de savoir que chacun essaye de suivre le fil rouge. C'est-à-dire les chefs, les producteurs, tout le monde respecte le fil rouge d'Artégoust et chaque année. Donc plutôt les amandes que le veau, alors j'imagine, Christophe. Alors nous on est parti, comme on est sur une gamme, disons que nous n'avons pas encore l'agrément CE qui nous permettent de travailler le côté animal, mais on a sorti le dilemme exprès pour Artégoust, on va dire, qui sera autour de la pomme poire qui sera cuite comme un nougat, c'est-à-dire dedans on a cuit la confiote avec du miel. Et au dernier moment, ce qu'on a mis des brisures de noisettes, des brisures de pistache et des brisures d'amandes directement dans la confiote. Une confiture nougat, quoi. Une confiture nougat. Confiture comme un nougat. Ah, c'est super. Et on s'est amusé à ça. Après, il y aura d'autres choses, bien sûr. Bon, il y a notre gamme de confitures, on a nos sauces piquantes. On a aussi, nos soupes. On aura aussi cette année la cornichonnade, qui est en fait notre pâte à tartiner de cornichons. D'accord. Parce qu'on a créé ça avec Aurélie. Oui, parce que des conserves, pas que des confitures, il y a aussi de l'aigre doux, notamment. Merci beaucoup, Christophe Guéguin, Marc-Anthony, et merci Valérie. Vous restez avec nous, Valérie? Bien sûr, avec plaisir. On reste encore quelques minutes ensemble. Je libère Christophe parce qu'on va avoir une productrice, une autre de vos fidèles à Artégoust. À tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Mes amis, je vous le disais tout à l'heure, depuis hier, à Bonifacio, dans le sud de la Corse, se tient un festival, le festival Artégoust. Normalement, on dit Goust, enfin, quand on est de là-bas. Artégoust, c'est un festival qui présente tous les meilleurs produits corses artisanaux, dont l'initiatrice est Valérie Hermé, que nous avions en ligne mercredi. Je retourne dans mon coup de fil à Valérie. Allez, on y va. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Valérie Hermé, on est en ligne toujours pour se parler d'Artégoust qui a lieu donc samedi et dimanche. Mais comme l'émission est dimanche, ça sera dimanche pour ceux qui auront le temps de venir encore. Valérie, tout à l'heure, vous nous parliez des parrains de Glenn Viel, le chef 3 étoiles de Lousteau de Beaumanière, et de François Perret, le pâtissier du Rite. Il y a toujours cette alliance entre un cuisinier et un pâtissier pour le parrainage? Oui, toujours pour avoir un produit. En fait, à chaque fois, il y a toujours un produit sucré, un produit salé qui est mis à l'honneur. Oui, d'accord. Voilà. Donc, qui permet d'avoir quand même et des masterclass et des ateliers qui s'adressent à un public très large et qui La pâtisserie, c'est un vrai engouement. On a beaucoup plus. On remarque moi, je l'ai vu en 17 ans. Je remarque vraiment cet engouement. Il y a beaucoup plus de monde qui s'inscrit sur les ateliers pâtisserie finalement que sur le salé. Et c'est vrai que d'avoir deux produits, peut-être que le fait de s'appeler Hermé, ça joue. Vous croyez pas un petit peu? Et d'avoir Pierre Hermé à disposition un petit peu. Peut-être, mais je pense surtout que globalement, je crois qu'il y a un vrai retour et une vraie... la pâtisserie est devenue sucrée, quoi. Oui. Et puis photographiable et instagrammable. Et puis une valeur refuge aussi. Oui, une valeur refuge. Parce que le sucré, ça fait du bien quand on est quand on a un peu les idées noires, quand la situation est difficile. Et puis le sucre, c'est moins cher souvent que les produits salés en frais. Peut-être que ça paraît moins compliqué, je sais pas. J'en sais rien. En tout cas, c'est vrai qu'en 17 ans, on a vu les choses complètement changer. C'est fou. Et aujourd'hui, je vous cache pas que sur les ateliers que l'on met en place, on essaye de mettre plus en place d'ateliers sucrés que de salé.
Bon, dimanche, à l'heure où tout le monde entendra cette interview téléphonique, il y a encore, évidemment, toute la journée des ateliers. Oui. Alors, on va dire que Artégoust, ça se sépare en deux, entre un marché de producteurs, enfin, quand je dis un marché, c'est-à-dire au fond une expo. Oui, un espace de producteurs. Un espace de producteurs locaux, donc locaux de toute la Corse. Que l'on essaye vraiment de sélectionner pour avoir ce qu'il y a de meilleur sur la Corse. Oui. D'accord. Et des ateliers entre chefs, pâtissiers, présentation, comment ça se passe? Alors, il y a effectivement les espaces producteurs, il y a des espaces de street food, Artegougine, Artemandia, où effectivement on peut déguster beaucoup de choses. Ouais. Il y a des ateliers. Donc là, cette année, il y a 5 ateliers. Et ensuite, il y a des masterclass. Les masterclass, c'est toujours les parrains qui les font, donc Glenn Biel, Pierre Hermé, François Perret. Et les ateliers, cette année, on va accueillir le vitello tonato par un chef d'Italie. Super. On va accueillir le pâté en croûte avec Emeline. On va accueillir Frédéric Beau avec le chocolat à l'amande. On va accueillir You Chamallow sur un flan à l'amande. Ah oui, le spécialiste du flan sur Instagram. On aime beaucoup. Hein. Et cette année, on a invité, et ça faisait longtemps que ce projet me tenait à cœur, mais je trouve qu'aujourd'hui que nous sommes dans cette citadelle absolument incroyable de Bonifacio, entourée par cette mer. Oui, parce que c'est au sommet de Bonifacio, l'espace. C'est dans la citadelle, c'est l'entrée, c'est l'ancien quartier pisan, donc le quartier le premier quartier, on dira, de la citadelle de Bonifacio. Et donc, ça, on l'a un peu imaginé comme une déambulation dans ce village, dans ce quartier. Et on a cette année, donc ça faisait longtemps, je vous dis que ça me tenait à cœur, on a un pays invité, un pays méditerranéen invité, et c'est le Liban. Ah, formidable! Donc le Liban qui va faire une démonstration d'un gâteau qui s'appelle le mamoul, qui est un gâteau de Pâques. Quelle merveille! À base d'amandes, fait avec des moules en bois. On aura Beyrouth Je t'aime, Lisa, qui va avoir un stand de street food. Et on aura des producteurs libanais avec du sumac, du za'atar, enfin tout ce que l'on peut imaginer, et de l'art de la table aussi en verre soufflé sur le Liban. Ah oui, d'accord, de la vaisselle libanaise, artisanale. De l'art, voilà, de la vaisselle artisanale libanaise, absolument. Valérie Hermé, votre mari, il aime bien les gâteaux libanais, enfin toute cette pâtisserie moyenne-orientale et proche-orientale? Pierre est très curieux, donc il aime en tout cas, c'est sa curiosité qui est vraiment, je pense, on ne peut pas le nier, sa principale qualité, une de ses principales qualités. Et il adore effectivement, et il a hâte de découvrir effectivement le mamoul et le reste. Donc je ne suis pas inquiète à ce niveau-là. Moi j'aime beaucoup les pistaches, donc je serais gâté. Voilà. Alors c'est vrai qu'il y en a pas mal. Valérie, on continue avec la découverte de certains de vos producteurs sur ce grand espace de producteurs. Bon, il y a un produit qui est très important en Corse, c'est l'huile d'olive, quand même. Pas beaucoup de beurre. Pas beaucoup de beurre. Un peu de gras de cochon et pas mal d'huile d'olive pour ce qui est de la matière grasse. Oui, ça c'est Alors, vrai. justement, on a en ligne, Émilie Borel du moulin Oltremonti. Très très bien sûr. Bonjour Émilie. Bonjour Vincent, bonjour Valérie. Bonjour Émilie. Alors, oui, je voulais passer un coup de fil aujourd'hui un peu aux piliers, aux fidèles de Artégoust, parce que vous avez du turnover, Valérie, mais aussi des fidèles qu'on retrouve chaque année. Oui. Je pense qu'Émilie, c'est une de... Enfin, je sais pas, Émilie, tu pourras répondre mieux que moi, mais je pense que tu étais sur les premières éditions d'Artégoust il y a peut-être pas 17 ans, mais bien 15 ans. Oui. Oui, tout à fait. C'était les premiers. Oui, c'est vrai. À l'époque, c'était une plus petite exploitation. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment quelque chose de magnifique. Domaine. Un beau domaine. Et Émilie, c'est quoi la particularité de l'huile d'olive corse? Parce que on sait que la France ne produit pas assez d'huile d'olive par rapport à la consommation. Donc peut-être qu'elles se commercialisent bien parce qu'il y a de la demande. Mais on est à la latitude du Latium, grosso modo, c'est-à-dire dans la région de Rome, et avec quand même un appel vers la France, vers le continent. Alors, on a la chance d'être proche de tout, mais aussi un peu loin de tout, je dirais. Et on a la particularité en Corse d'avoir le soleil et l'eau. Chose que beaucoup de régions n'ont pas nécessairement en même temps, et surtout on est protégé un petit peu du gel. Donc ça, c'est fort, on a vraiment, bien sûr. Oui, on a un terroir et un climat assez unique. Et des variétés qui appartiennent vraiment à la Corse aussi.
On a des variétés. D'ailleurs, l'histoire d'Oltremont qui a commencé par une sélection de variétés locales. Et c'est comme ça qu'on s'est construit, tout à fait. Ouais. Et du coup, ce sont des huiles que vous produisez avec ce fameux fruité vert, ou est-ce qu'on va vers du mûr parfois ? Alors, on va dans un fruité qui est optimum. Alors, depuis la nuit des temps, on sait que le moment crucial, c'est quand l'olive, elle va tourner tournante, vert et noir. Elle est tournante, voilà. Quand elle fait le plein de son fruité, de ses antioxydants, elle va avoir beaucoup de goût, et c'est à ce moment-là qu'on va cueillir. Voilà. Bon, Valérie Hermé, vous qui voyagez dans le monde avec votre mari, mais aussi pour vos activités, qui vivez à Paris pas mal de temps, est-ce que vous restez une grande consommatrice d'huile d'olive, et notamment corse ? Absolument, on n'a que celle-là. On n'a jamais d'autre huile. Et Émilie pourra vous dire que Pierre, chaque année, passe sur le stand de faire son petit marché. Son petit marché pour l'année. Et on a d'autres huiles de Corse qu'on adore aussi. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas d'autres huiles que des huiles de Corse. Ça veut dire que dans votre pool de matières grasses, l'huile d'olive corse, ça tient une importance extrême. Absolument. Et notamment celle-ci, celle d'Oltremont. Oui, absolument. Où est-ce que vous êtes installée, Émilie ? C'est dans quel coin de la Corse, Oltremont ? On est sur la plaine orientale, donc on est côté est. C'est ça, au-dessus d'Aléria, quoi. Oui, voilà, à côté d'Aléria, exactement. Absolument. Et la principale variété de chez vous, c'est quoi ? C'est la Germana ou... Alors, la principale variété, c'est la Germane, mais on a aussi de la Sabine, on a la Germana du Sud, et puis après, on a une collection de variétés méditerranéennes, puisque l'important, c'est aussi d'avoir une gamme de fruités et de goûts disponibles pour pouvoir faire nos assemblages. Donc, c'est ça qui est intéressant. Hein. C'est un peu comme dans le vin, on a des goûts complètement différents d'une variété à l'autre. C'est important. Et pour Arte Gusto, vous avez toujours, je dirais, vous gardez certaines de vos huiles, même si on se les arrache par ailleurs, etc., pour être sûr de présenter l'ensemble de la gamme ? Alors, je ne sais pas si on se les arrache par ailleurs. Mais si, je pense que vous avez une vraie appétence du public. Il faut dire que cette année aussi, nous sommes la 3e meilleure huile du monde. Et donc, voilà, c'est vrai que pour cette raison-là... Mais vous êtes fidèle quand même à Arte Gusto. Mais quand même. Non, mais je veux dire, on va là où on peut pour faire plaisir aux personnes qui sont fidèles à nous aussi. Et c'est vrai qu'on va amener donc la cuvée ATA, entre autres, qui est celle qui a gagné tous les prix... cette année. Elle doit être exceptionnelle et tous ceux qui passeront pourront s'en régaler. Alors je rappelle, c'est jusqu'à ce soir dimanche, le salon Arte Gusto. Donc ça se termine même assez tard. Il y a un peu la fête derrière, Valérie Hermé. Alors la fête, c'est le samedi soir. C'était hier soir. Voilà. Donc. Et après, le dimanche soir, ça se termine vers 20h. Et puis la fête après, c'est surtout pour les bénévoles. Bon, parce que merci. Aussi, il faut leur tirer un grand chapeau. J'imagine qu'ils ont le droit de se reposer un petit peu quand le dimanche soir, ce soir, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, seront venus. Merci beaucoup, merci Émilie, un très bon Arte Gusto. Merci Valérie Hermé d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Alors bon préparatif, parce que vous êtes en plein dedans. Voilà. Allez, on va se quitter. Tout ça pour vous dire que ce coup de fil à Valérie Hermé date de mercredi dernier. Arte Gusto, c'est aujourd'hui. Toute la journée encore, ça a démarré hier. On se quitte, mes amis. Mais si vous êtes en Corse du Sud, allez-y, direction Bonifacio. C'est jusqu'à ce soir et vous m'y croiserez. En plus, j'y passe toute la journée. Dimanche prochain, un nouveau numéro de Ferniaud fait le marché et toute la semaine en podcast, si vous voulez, sur l'appli Sud Radio, mais aussi sur sudradio.fr ou même sur YouTube. Allez, on écoute les infos 11h dans quelques minutes et après, c'est En toute vérité d'Alexandre Devecchio. À dimanche prochain pour continuer de se régaler. Oui, on sait faire que ça sur cette antenne. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.